C'est facile, ça se trouve de partout. J'ai vu des candidats le louper une fois, 2 fois, et à la deuxième, disant bon, j'arrête, je vais l'acheter. Et c'est combien? Pour le code, c'est 500 bases, c'est obligé d'y aller. Et pour la conduite, c'est 3 bases. Ça fait 4 balles en tout. Plus ça pète maintenant. On a su qu'il y avait autour de 40% d'examens frauduleux. C'est moi qui étais censé surveiller les élèves, donc voilà, je pouvais faire ce que je voulais. C'est un peu à l'image du trafic de stupes. Comme tout trafic, c'est une sorte de mafia. Il y a une certaine omerta qui règne. Je sais que j'ai pas le permis, c'est-à-dire que je m'amuse pas à rouler comme un fou. C'est limité à 90, après, c'était à 150. Il aurait fêté son anniversaire demain, voilà. Donc on va lui souhaiter un joyeux anniversaire sur le cercueil, au cimetière. Bonsoir et bienvenue dans l'enquête exclusive. Nous dénonçons ce soir un véritable scandale au niveau national. En effet, 800 000 à 2 millions de personnes circulent en France sans permis de conduire ou avec un faux permis obtenu de manière frauduleuse. En fait, c'est tout un système qui est en cause. Il a permis la généralisation de la corruption à tous les étages, y compris au sein même des préfectures. Faux permis de conduire, faux code de la route, mais aussi possibilité de louer des véhicules sans permis. Les organisations criminelles qui se sont emparées de ce business engrangent chaque année des dizaines de millions d'euros de manière frauduleuse. Permis de conduire, triche, trafic et corruption, c'est un document signé Cyril Vauzel pour V2L et Enquête exclusive. Vous ne verrez pas le visage de ce jeune homme de 23 ans, que nous appellerons Nicolas. Car même s'il dispose d'un authentique permis, sa conduite se révèle plutôt chaotique. Oula, je l'avais pas vu. Excusez-moi. Et pour cause, Nicolas n'a jamais mis les pieds dans une auto-école. Pour un peu moins de 3 000 €, il a tout simplement acheté son permis sur le marché noir. En fait, je conduisais déjà sans permis. Et vu que je conduisais sans permis, en fait, j'avais déjà l'habitude de conduire. Et je connaissais des personnes autour de moi qui vous revendaient le permis déjà. Et des connaissances à moi l'avaient déjà acheté. Ça s'est bien passé pour eux, donc je l'ai acheté directement. Je me suis pas posé de questions, j'ai réuni la somme. En même pas moins d'une semaine, j'avais le permis. Un vrai permis obtenu illégalement qui fait de Nicolas un hors-la-loi et un vrai danger public. Il suffit de parcourir quelques kilomètres avec lui pour s'en apercevoir. C'est un double sens. Dépassement à l'aveugle. Non, c'est pas un double sens. Changement de fil sans clignotant. Vous mettez pas votre clignotant quand vous changez de voie? Ça dépend. Je vous vois pas bouger la tête pour vérifier les angles morts. Angle mort. Quels angles morts? Vous savez pas ce que c'est un angle mort? Non. Nicolas ne connaît aucune règle, même la plus élémentaire. Lancé à 70 km/h au lieu des 50 autorisés, il ignore une première priorité à droite, puis une deuxième. Et dans la foulée, 2 stops grillés, sans aucune hésitation. Ah, j'ai pas l'impression d'être dangereux, quoi. Moi, je me suis tué comme un conducteur normal, comme une personne qui a obtenu son permis. Parce que sur la route, j'ai jamais eu de soucis quelconques. Dans les débuts, en fait, je me faisais beaucoup klaxonner, mais après, j'ai su m'adapter, quoi. Visiblement, pas tant que ça. Au carrefour suivant, Nicolas s'engage à contresens sur ce boulevard. Oh, ok. Il doit improviser un demi-tour en plein milieu de la circulation. Là, c'était pas dangereux comme situation? Là, je pense un peu, mais j'ai réussi à m'en sortir, comme vous l'avez vu. Il risque à tout moment l'accident, mais aussi de terminer sa route derrière les barreaux. Conduire avec un permis frauduleux est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Pourtant, Nicolas estime que sa tricherie est indétectable. Je présente mon permis et il est bien valide lorsque je me fais contrôler par la police. Du coup, c'est comme si je l'avais passé et obtenu comme n'importe qui. Il y en a de plus en plus qui l'achètent. Comme lui, des milliers de conducteurs hors la loi circulent sur nos routes, sans permis ou avec des documents illégaux. Car la triche a atteint des niveaux records depuis une dizaine d'années. Avec plus d'1 million de diplômés chaque année, c'est le premier examen de France, loin devant le baccalauréat. Vous allez pouvoir attaquer votre session d'examen pour 23 minutes de bonheur. Décisif pour accéder à l'emploi,
Symbole de liberté pour les jeunes, vous allez découvrir que le permis de conduire est au cœur de tous les trafics. C'est un peu à l'image du trafic de stupes. Il y a certains inspecteurs que je connais personnellement, ils utilisent des téléphones de guerre pour communiquer avec les patrons d'auto-école. Pour la première fois, des examinateurs corrompus ont accepté de nous dévoiler leur méthode pour vendre des permis contre quelques centaines d'euros. Entre 3 et 500 euros par candidat. 7-8 candidats par semaine. C'est de l'argent sale, donc je ne pouvais pas le placer sur mon compte bancaire. La triche a notamment explosé pour l'épreuve du code de la route. Chez moi, il est pas cher, il est à 250 euros. Juste tu me payes et en 24 heures, je suis là. Plusieurs gérants de centres d'examen peu scrupuleux ont accepté de nous raconter les secrets de leurs combines, mises en place à l'échelle industrielle. C'est moi qui étais censé surveiller les élèves, donc voilà, je pouvais faire ce que je voulais. Quand je passais les examens à la place des clients, il n'y avait personne dans la salle, uniquement moi. Le nombre de codes obtenus illégalement dépasse l'imagination. Il pourrait concerner la moitié des candidats. À 1 800 € en moyenne, le prix du permis a flambé depuis quelques années. Pour faire baisser la facture, des escrocs ont envahi le marché, comme ces faux moniteurs qui proposent des cours à prix cassé, totalement illégaux. Très bien. Merci. Ouais, c'est bon. Résultat, ce sont aujourd'hui des dizaines de milliers de conducteurs qui circulent sur nos routes sans aucune formation. Je suis primo-délinquant, je risque pas grand-chose. Pourquoi je m'amuserais à payer, vas-y, plus de 1 000 € en permis alors que je peux juste, au final, conduire tranquille. Sans compter les fous du volant, qui roulent sans permis et provoquent régulièrement des drames. Même un gamin de 20 ans ou de 18 ans, il peut aller louer une Lamborghini, prendre la route et je vais tuer des gens. Nous allons vous révéler tous les rouages de cette fraude généralisée qui menace notre sécurité. Dans la capitale, comme partout en France, le niveau des candidats est en baisse. Ils sont aujourd'hui un peu plus de la moitié seulement à réussir l'examen chaque année. 5% de moins qu'il y a 4 ans. Bon Maud, la dernière fois qu'on a conduit, c'était donc... Chris, moniteur de conduite à Paris depuis 10 ans, est aux premières loges pour le constater. Tu peux t'installer au poste de conduite et on est parti. Ce matin, il embarque avec Maud, l'une de ses pires élèves. Malgré 120 heures de cours contre 35 en moyenne pour un apprentissage classique, la jeune femme est toujours au point mort. Elle commet des erreurs de débutante. D'accord. En France, on roule toujours le plus à droite. Mets-toi à droite, s'il te plaît. T'es à contresens, là. Voilà. Même si elle a décroché le code au bout de 2 tentatives, Maud semble avoir tout oublié. Tiens, rappelle-moi, c'est quoi ce panneau-là? C'est dès le passage. Non, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est priorité à droite. Voilà, c'est passé dès le passage. Je vois énormément ça. Et les gens, une fois qu'ils ont obtenu le code ou qu'ils l'ont passé, ils font une espèce de blackout et ils oublient tout. Pour dénoncer le phénomène avec humour, ce moniteur, pas comme les autres, filme ses leçons et diffuse les perles sur Internet. Putain, c'est chaud, hein. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud quand même, là. Putain, c'est chaud. C'est très, très, très chaud, hein, ce que tu fais. Hein. Suivi par plus de 200 000 abonnés, le but de Chris est d'alerter les apprentis conducteurs sur la nécessité de maîtriser parfaitement les règles avant de se lancer sur la route. Bah, en réalité, c'est du code de la route, en fait. S'il faut reprendre, bah, on va reprendre et on va marteler. Hein. S'ils avaient une maîtrise parfaite du code de la route, ils feraient certainement moins d'heures. À 60 € l'heure de conduite, Maud a déjà dépensé une petite fortune, 7 000 €. Même pour les plus doués, le prix du forfait code plus conduite a considérablement augmenté depuis 10 ans. Il coûtait 1 600 € en moyenne en 2016, contre 2 200 aujourd'hui. Alors, pour éviter de se ruiner et d'y passer des mois, à l'image de Maud, de plus en plus de candidats n'hésitent plus à emprunter un raccourci totalement illégal. Il faut dire que les tentations sont nombreuses. Pour les codes, permis, etc., tout est disponible. Lors de notre enquête, nous avons découvert des centaines d'annonces sur les réseaux sociaux qui promettent une mise en relation avec des auto-écoles peu scrupuleuses. C'est comme si tu passais ton examen de conduite normal, tu vois, tu fais le parcours et tu l'as, parce qu'on paye l'examen. T'as même pas besoin de faire des heures vu que tu auras le permis. L'examinateur, il sait déjà, tu vois. On pourrait y acheter le précieux sésame,
grâce à la complicité de moniteurs et d'examinateurs corrompus. Pour le découvrir, notre journaliste a remonté la filière d'une de ses annonces jusqu'à cette auto-école suspecte. Nous filmons le premier rendez-vous en caméra cachée. C'est possible de voir un responsable? On est tous là avec moi. Non, vous êtes tous responsables. L'homme à gauche de l'image se présente comme le gérant de l'auto-école. Pour s'assurer que notre journaliste n'est pas un policier, il se montre tout d'abord évasif. Ah, c'est pourquoi? Pour le permis. Ouais, tu veux le passer? Le passé, mais tu vois, sans le passé. Passer? Passer sans le passé. Sans le passer, c'est pas possible. Tu peux le passer en le passant. Rassuré, après quelques minutes de discussion, il nous propose un étonnant marché. Tu peux l'acheter. Ah, voilà, c'est ça. Tu peux l'acheter, mais t'es obligé de venir conduire. Mais j'ai pas le code. T'as pas le code, c'est pas un problème. Ça aussi, tu peux le... Ça se fait aussi. Je te dis. Oh, tu peux l'acheter. Plus ça fait maintenant. Pas de problème, le gérant nous propose un pack complet. Et c'est combien? Pour le code, c'est 500 bases, t'es obligé d'y aller. Et pour la conduite, c'est 3 bases. Ça fait 4 balles en tout. 4 balles? Ouais. 4 000 € pour un permis clé en main, sans suivre aucune leçon. C'est 2 fois plus que le budget moyen, mais le résultat serait garanti selon lui. Mais c'est sûr que je l'ai? Non, tu me le dis, mais tu vois là pas. Au niveau des commerces, s'il y a un problème, c'est ici que ça s'est passé, de toute façon. Mais après, généralement, il n'y a pas de problème. Le gérant prétend avoir des complices parmi les examinateurs de son secteur. Méfiant, il n'en dira pas plus. Il risque 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Les moniteurs et gérants d'auto-école n'ont pas le pouvoir de délivrer le permis. Pour cela, ils ont besoin d'un homme clé, l'examinateur, un fonctionnaire assermenté salarié de la préfecture. Censé être incorruptible, certains d'entre eux auraient pourtant franchi la ligne rouge. Quelque part en France, nous avons retrouvé l'un de ces inspecteurs. Nous l'appellerons Michel. Mis en examen pour avoir vendu plus de 300 permis, nous avons recueilli son témoignage en exclusivité. Tout commence en 2022. Michel est approché par une auto-école pour valider des candidats qui n'ont pas le niveau. Un inspecteur qui commence sa carrière, il gagne entre 1 800 et 1 900 € net par mois. Une grosse auto-école qui ne faisait pas les choses honnêtement m'a sollicité et m'a dit « Moi, je gagne de l'argent, pourquoi t'en gagnerais pas aussi un petit peu, toi ?» J'ai accepté, je le reconnais, mais ça m'a coûté très cher. Très vite, Michel se met à vendre un examen par jour, puis plusieurs. Pour ne pas éveiller les soupçons, il utilise une méthode qui a de quoi révolter. Il sacrifie sans scrupule des élèves qui n'entrent pas dans la combine. Pour noyer le poisson, pour baisser les taux de réussite, oui, il y a des candidats qui ont été victimes de ça. L'auto-école m'emmenait des candidats qui n'étaient pas prêts. Eux, ils ne le savent pas, mais l'auto-école le sait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui insistent pour passer le permis. Bon, bah, tu vas aller au permis, vas-y, mais tu vas te casser la figure. La fraude était presque impossible à déceler, car Michel prenait toutes ses précautions. Il a accepté de reconstituer pour nous un examen type. On va procéder à un parcours en agglomération. Une fois installé sur le siège passager, il faisait semblant de ne pas connaître le candidat fraudeur. Tout se déroule alors comme un examen ordinaire. Ce qu'on vous demande, c'est de respecter le code de la route, d'être bien vigilant sur ce qui se passe autour de vous. Et ben, dès que possible, on pourra partir sur notre droite. À la différence d'un inspecteur honnête, Michel ferme les yeux sur toutes les fautes éliminatoires. Là, on aurait dû laisser passer le piéton, monsieur. Et si je ne m'arrête pas le jour du permis? Je l'ai pas vu, quoi. Je t'ai rien dit. C'est pas éliminatoire, ça? Si. T'as encore grillé un stop. Ah bon. Pas grave. Au terme du parcours, il adopte une technique simple et discrète pour se faire payer. Quelques billets cachés dans un paquet de cigarettes. Bon, c'était entre 3 et 500 € par candidat. 7-8 candidats par semaine. C'est de l'argent sale, donc je pouvais pas le placer sur mon compte bancaire. Donc j'ai fait la fête, j'ai profité de la vie. Michel a ainsi empoché jusqu'à 13 000 € d'argent sale par mois. Dénoncé à la police, il est finalement arrêté après 2 ans de pratiques illégales. La justice lui reproche une fraude colossale, jusqu'à 300 permis vendus pour 400 000 € au total.
Et la dérive de ce fonctionnaire corrompu ne serait pas un cas isolé. Depuis quelques années, des affaires retentissantes font régulièrement les gros titres de la presse. Si quelques réseaux ont été démantelés, des dizaines d'autres seraient toujours en activité. Après des mois de négociations, l'un de ces trafiquants a accepté de rompre la loi du silence. Il prétend être au cœur d'une organisation criminelle qui brasse des millions d'euros. Il a pris toutes ses précautions pour assurer son anonymat. Si ça se sait, je risquerais pas mal de problèmes. Peut-être que ma vie en dépendrait. On parle de fortes sommes d'argent et de personnes très puissantes. C'est pas des petits rigolos. Alors concernant mon rôle dans la fraude, je peux pas vous dire grand-chose. Je peux pas vous donner mon poste exactement, je peux pas vous dire si je travaille en auto-école ou bien si je suis inspecteur, mais je fais partie du milieu. Je suis un rouage. Je fais tourner la machine. Pour attirer des inspecteurs dans la combine, les trafiquants proposent selon lui de grosses sommes d'argent. Bon, si on considère que l'examinateur, il prend 1 500 € par permis acheté, sur une moyenne de 1 à 2 permis achetés par jour, tu peux arriver à des salaires de 50 000 € par mois. À l'écouter, ce juteux trafic serait généralisé dans tout le pays. Ah, il y a des départements qui ont des organisations plus grandes, hein. Je ne vais pas citer. Il y a des départements où il y a des personnes qui sont liées au sein de la préfecture. Moi, personnellement, je ne connais pas une seule région de France où on ne peut pas utiliser cette méthode frauduleuse. Une tricherie nationale qui échapperait au radar de la police grâce à des méthodes dignes du grand banditisme. C'est un peu à l'image du trafic de stupes. Il y a certains inspecteurs que je connais personnellement, ils utilisent des téléphones de guerre pour communiquer avec les patrons d'auto-école. Comme tout trafic, c'est une sorte de mafia. Il y a une certaine omerta qui règne. La criminalité organisée se serait donc infiltrée dans tous les rouages de l'examen du permis. Dans l'épreuve pratique de la conduite, grâce à la complicité d'examinateurs corrompus, mais aussi dans l'épreuve théorique du code de la route, en exploitant une faille béante dans la réforme de l'examen. Dans le Gard, à Rodillan, une petite commune rurale de 3000 habitants. Ce matin, c'est leçon de code de la route pour une dizaine de jeunes. Vous prenez feuille, tablette, stylo et on pose les téléphones. Pour eux, comme pour plus de 2 millions d'aspirants au code chaque année, il faut réussir cette première épreuve avant de s'asseoir au volant. Allez, on va lancer la première série. Dans son auto-école, Fabrice Gay dispense toujours ses cours à l'ancienne. Je circule en sens unique. Tout le monde a mis non. Personne n'a mis oui. Alors Léa, elle a dû oublier. Lorsque vous avez une ligne discontinue sur votre gauche, d'accord, comme là, ça veut dire que la route, elle est à double sens. Fabrice constate lui aussi la baisse du niveau des aspirants conducteurs. Certains arrivent à avoir le code sans connaître les panneaux. Là, vous avez vu, sur les 40 questions qu'on a eues, on n'a eu aucune question sur les panneaux. Depuis 2016, le prix de l'inscription à l'examen a été fixé à 30 € et les délais réduits à 24 heures contre 6 mois en moyenne auparavant. Alors beaucoup de candidats tentent leur chance sans réviser. Moi, j'en connais, ils l'ont passé 10 fois. Tant que papa y paye, ils passent l'examen. Donc ils en sont à 300 €, mais en attendant, ils n'ont toujours pas le code. Ou alors après, certains trichent. Voilà. Alors sinon, parmi vous, est-ce que vous avez des amis ou des connaissances qui ont acheté le code? Et pourquoi il a acheté le code, ton ami? C'est plus simple. Il n'a pas à les passer. Rassure-moi, il n'est pas inscrit dans mon auto-école. C'est bon, ça va, ça me rassure. Okay. Jamais la triche n'aurait été aussi facile depuis la réforme de l'examen en 2016. On respire, on se détend. Il n'y a pas si longtemps, pour passer son code, il fallait suivre des cours avec assiduité et prendre son mal en patience. Oui, réponse C. Il n'y avait souvent qu'un seul centre d'examen par département, géré par la préfecture. Vous ne pied pas l'un sur l'autre parce que je vous aurai à l'œil. Manque de place, délais interminables. Pour simplifier et accélérer le processus, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, lance une grande réforme. La gestion des centres d'examen est confiée à 7 opérateurs privés, agréés par le ministère de l'Intérieur. Des multinationales du contrôle technique, des entreprises de certification ou encore des bureaux de poste.
À charge pour ces enseignes d'organiser la lutte contre les tricheurs. Le stress, c'est pour les esprits faibles. Nous, on est des winners, d'accord? Le couteau entre les dents, voilà, et on y va, on fonce. Non, c'est pas ça? Pour 3 élèves de Fabrice, c'est enfin le grand jour. Ils ont pu obtenir un créneau en seulement 24 heures. Grâce à la réforme, son département compte 30 centres d'examen, contre un seul auparavant. Et distance d'arrêt est égale distance de réaction plus distance de freinage. Ouais. Donc voilà, vous voyez le contrôle technique? Voilà, bah c'est ici. Tout simplement. On va espérer trouver une... Leur salle d'examen se situe dans ce centre de contrôle technique. Allez, tout le monde en salle. D'accord? Donc téléphone éteint, carte d'identité en main. Ouais. C'est bon, vous avez tout? C'est bon. Allez, on est parti. Sur place, ce n'est plus un inspecteur du permis qui contrôle les candidats. Alors moi, je vais vérifier vos pièces d'identité, s'il vous plaît. Mais Brigitte, la directrice du garage. Merci. Elle doit suivre un protocole défini par le ministère de l'Intérieur pour éviter la triche. Vérification de la carte d'identité pour s'assurer que c'est bien le candidat qui se présente. Saisie des téléphones. Et espace de plus d'1 mètre entre les tablettes où ils vont noter leurs réponses. Dès que ça va se terminer, vous allez pouvoir attaquer votre session d'examen pour 23 minutes de bonheur. C'est donc sous haute surveillance que les 3 élèves de Fabrice passent l'examen. Alors, vous avez survécu? Déjà, vous êtes en vie? Donc ça, c'est bien, ça me rassure. Alors, c'était si horrible que ça ou pas? Non, ça va. Le hasard n'arrive qu'aux esprits bien préparés. Ouais. D'accord? Allez, on est parti. Allez, au revoir. 24 heures plus tard... Mais il y a encore du stress? Non, c'est fini le stress. Non, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Ouais. Ils recevront tous leur attestation de réussite à l'examen du code de la route de manière tout à fait légale. Mais Brigitte le sait, malgré toutes ces précautions, la triche à l'examen du code a explosé ces dernières années. C'est facile, ça se trouve de partout. Ça s'achète sur Internet. Ça s'achète auprès de centres de contrôle parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et là, c'est rémunérateur pour ceux qui fraudent, bien sûr. J'ai vu des candidats le louper 1 fois, 2 fois, et à la deuxième, disant bon, j'arrête, je vais l'acheter. Visiblement, tous les responsables de centres ne sont pas aussi honnêtes qu'elle. Et la réforme n'avait pas prévu que la fraude viendrait de l'intérieur. Les annonces proposant d'acheter le code de la route pullulent sur les réseaux sociaux. Code de la route pour 200 €. Obtention en 24 heures. Paiement après résultat. Nous contactons l'un de ces profils. Il prétend pouvoir nous obtenir un code en bonne et due forme. C'est des codes sûrs, c'est pas des codes bizarres. Chez moi, il est pas cher, il est à 250 €. Juste tu me payes, je t'inscris à la session et en 24 heures, tu l'as. C'est carré. Le rôle de cet intermédiaire, nous mettre en relation avec un gérant de centre d'examen peu scrupuleux. C'est donc celui qui est censé nous surveiller qui organiserait la triche. Et elle serait de très grande ampleur. Sur les bords de la Méditerranée, à Marseille. Nous avons retrouvé l'un des plus gros escrocs du code. Nous l'appellerons Matteo. Condamné à 2 ans de prison avec sursis, Matteo a vendu plus de 1400 codes frauduleux à des clients situés partout en France. Pour moi, c'était une activité, je répondais à un besoin, comme tout commerce. Il y avait une forte demande et moi, j'ai répondu à cette offre. Je crois que j'ai fait tous les départements de France. Pour Matteo, tout commence en 2021, lorsqu'il reprend la gestion d'un centre d'examen. L'ancien propriétaire lui explique la combine, toute simple, pour vendre des codes. Passer les examens à la place des candidats. Moi, les élèves ne me voyaient pas. À aucun moment, j'avais un contact avec eux. Tout se passait via des rabatteurs. C'était très, très facile. Même le système a été façonné pour, j'ai l'impression. C'était moi qui étais censé surveiller les élèves. Donc voilà, je pouvais faire ce que je voulais. Quand je passais les examens à la place des clients, il n'y avait personne dans la salle, uniquement moi. Chaque jour, Matteo passe une quinzaine d'épreuves qu'il facture 130 €. À force, il connaît les résultats par cœur. Son taux de réussite exceptionnel alerte le siège national de l'enseigne dont il est franchisé.
J'ai déjà eu des appels de la franchise me disant comme quoi, ouais, attention, là, t'as fait quand même beaucoup trop de favorables aujourd'hui. Tout ce qu'ils voulaient, c'était un taux de réussite plus bas et plus de défavorables. Aussi étonnant que cela puisse paraître, selon Matteo, la maison mère aurait su qu'il gagnait des dizaines de milliers d'euros en fraudant. D'autant que certains candidats étaient domiciliés à des milliers de kilomètres du centre d'examen. Eux savaient exactement d'où venaient les clients. Et des fois, il y a une Nouvelle-Calédonie, qu'on se le dise, c'est à 20 heures d'avion, je crois, le truc. Donc quand ils me demandent de faire plus de défavorables à des clients qui viennent de Martinique, de Guadeloupe, je trouve que c'est encore une très très grande hypocrisie quand même. En fait, ils sont totalement au courant de ce que je faisais. D'après lui, sa hiérarchie aurait fermé les yeux. Est-ce une exception? Ou les 7 opérateurs agréés par l'État sont-ils tous gangrénés par la triche? Le salarié d'une autre enseigne, joint par téléphone, nous confirme que beaucoup de centres où il a travaillé étaient hors la loi. Pour les franchisés, on va dire que c'était très très simple de réaliser des fraudes. Il n'y avait pas vraiment un système qui régulait cette fraude-là. Ils ne vous demandent pas caméra. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savaient qu'il y avait de la fraude. Ils savaient que ça allait tricher, mais le but c'est de ramasser le plus d'argent possible. C'est le modèle, c'est toutes les franchises. Tous savaient qu'ils trichaient en fait. Mais alors, quelle est la véritable ampleur de la fraude? Combien de codes obtenus illégalement? On essaye de donner aux automobilistes et aux piétons. Voilà. Ce matin, des inspecteurs du permis de conduire sont venus dénoncer un scandale d'État devant le ministère de l'Intérieur, leur employeur. Tout le monde a des bonbons et des tracts. Parmi les manifestants, Pascal, la secrétaire générale d'un puissant syndicat. Elle veut sensibiliser le grand public, car le phénomène est tabou au ministère. Bonjour messieurs, je peux vous parler 2 secondes? Le ministère de l'Intérieur, qui est notre employeur, a privatisé l'examen du code de la route. Il a donné à des entreprises privées. Vous en avez entendu parler? Je sais très bien ce que c'est, je sais très bien ce que ça donne. J'ai entendu parler. Je connais même certaines personnes qui ont pratiqué, qui ont payé pour avoir les papiers nécessaires. Ce qui a alerté Pascal et ses collègues, c'est d'évaluer chaque jour des futurs conducteurs qui n'ont manifestement pas suivi un seul cours de code. C'est toujours difficile de savoir quelle est la quantité de fraude. Nous, ce qu'on arrive à déterminer, c'est les candidats qui ne parlaient pas bien la langue française et qui ont passé le code en langue française. Donc là, on se dit, tiens, lui, il a dû frauder. Les fonctionnaires sont dans la rue car ils ont découvert un chiffre longtemps tenu secret par le ministère de l'Intérieur. Il dépasse tous leurs pronostics. On a obtenu une information officieuse, mais qui vient d'un organisme officiel, puisque c'est la direction à la sécurité routière. Par un agent de la DSR, on a su qu'il y avait autour de 40% de fraude, d'examens frauduleux. 40% d'examens frauduleux. Le chiffre est astronomique. Alors que la fraude était très marginale avant la réforme, ce serait désormais 450 000 codes qui seraient obtenus illégalement chaque année. Selon Pascal, c'est la conséquence directe du laxisme de l'État. L'administration est responsable de la situation. Il aurait fallu faire un dispositif de contrôle qui soit à la hauteur de la situation. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils essayent de vider la mer à la petite cuillère. En privilégiant la confiance avec les 7 opérateurs agréés, l'État a en effet tardé à mettre un dispositif de contrôle. Une énorme faille dans laquelle se sont engouffrés des escrocs de tout poil. Nous sommes en mesure de vous révéler que l'État a mis 8 longues années à réagir après la privatisation. Ce n'est qu'en janvier 2024 que le ministère de l'Intérieur a fourni à tous les préfets un outil informatique pour détecter la fraude, le logiciel Polex. Polex analyse plus de 2 millions d'épreuves chaque année et détecte les anomalies, comme des codes passés à des centaines de kilomètres de chez soi ou des taux de réussite inhabituels. Et les résultats sont édifiants. 7000 codes ont été annulés en un an, 2 fois plus qu'entre 2016 et 2023. Dans la foulée, 83 centres d'examen ont été fermés et 2 opérateurs ont perdu leur agrément. Une réaction forte, mais un peu tardive. Le résultat, ce sont des milliers, peut-être des millions de conducteurs sans aucune connaissance du code de la route qui circulent aujourd'hui sur nos routes.
À l'image de Nicolas, le danger public, filmé en début de reportage. Pour un peu moins de 3 000 €, il a acheté son permis de conduire, une infraction punie de 3 ans de prison. Nous lui avons demandé de passer l'examen du code pour tester son niveau. Je peux rejeter une ligne continue pour dépasser un cycliste. Réponse A. Un cyclomotoriste. Réponse B. Je sais pas. Un cycliste. 14 bonnes réponses sur 40. Sans surprise, il est largement recalé. Heureusement que je ne l'ai pas passé. Je ne pense pas dangereux vu que je pense pas que la théorie en fait elle représente la pratique. Si vous perdez à nouveau votre permis, qu'est-ce que vous ferez? Je le rachèterai parce que c'est plus facile. Pourquoi je me casserais la tête à réviser pour des choses qui ne sont pas représentatives de la réalité finalement? Outre son aspect scandaleux, la fraude massive au permis de conduire pose aujourd'hui un sérieux problème de sécurité routière. D'autant qu'un autre volet de la réforme Macron fait également baisser le niveau de formation des jeunes conducteurs, en attirant un autre type de fraudeurs, les faux moniteurs. Dans le département de l'Essonne, à Juvisy, Caïs s'apprête à prendre un cours très particulier ce matin. Ouais, ta ceinture. Ouais, mais attends, on n'avait pas dit que c'était... Ta ceinture. À ses côtés, pas de moniteur, mais Sam, son oncle. Waouh. Ils ont loué une voiture habituellement réservée aux professionnels, un modèle à double commande. Caïs a déjà réalisé 20 heures de conduite avec un moniteur d'auto-école. En attendant sa date d'examen, il a saisi l'opportunité pour s'exercer à moindre coût. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une auto-école. Actuellement, l'heure est à 55 €. Là, on est à moins de 12 € de l'heure. Et ça vous arrive d'appuyer sur la pédale? Bien sûr. Quand je vois qu'il y a un danger, je freine. Voilà, là, c'est moi qui freine. La réforme Macron a facilité l'accès à cette pratique. Avant, les accompagnateurs comme Sam devaient suivre une formation payante de plusieurs centaines d'euros. Ça va, bonjour. Je vais reprendre votre permis de conduire à vous. D'accord. Désormais, il suffit d'être titulaire d'un permis B depuis plus de 5 ans et de dispenser ce service gratuitement. La personne qui accompagne dans le véhicule à double commande doit le faire toujours de manière bénévole. D'accord ? Il n'y a aucune rémunération qui peut se faire entre l'apprenti et l'accompagnateur. Mais le patron de l'agence de location qu'a choisi Caïs a vu le système lentement dériver. Si on va sur le bon coin, on met moniteur auto-école. Sur ce site de petites annonces entre particuliers très réputés, des dizaines d'accompagnateurs se présentent comme moniteurs et proposent leurs services pour quelques dizaines d'euros. Moniteur auto-école indépendant, cours de conduite des moniteurs. Alors ça, c'est des personnes qui se définissent comme des moniteurs indépendants. Faut savoir que le moniteur indépendant, il a le droit de proposer ses services qu'à une auto-école. Il ne peut pas les proposer directement à un élève ou à un apprenti conducteur. Donc tout ça, c'est du travail dissimulé. Cette concurrence illégale représente aussi un véritable danger pour les candidats. Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont même pas diplômés. C'est là que ça pose réellement un problème de sécurité. Que valent les leçons de conduite de ces faux moniteurs qui se font passer pour de véritables enseignants? Notre journaliste a pris rendez-vous avec l'un de ces soi-disant moniteurs. Ok, parfait. Ben, on se tient au courant. Merci beaucoup. À bientôt. Elle s'y rend en caméra cachée. Bonjour. Léa, c'est ça? Léna. Hop, je peux mettre mon sac derrière? Ok. Avant de démarrer, elle prétend ne jamais avoir suivi la moindre heure de conduite. Pour décrypter ce cours illégal, nous avons fait appel à Valérie, formatrice de moniteurs. À peine la leçon commencée, l'accompagnant demande à notre journaliste, pourtant novice, de s'engager sur une voie rapide. Là, c'est le périph'. Alors, c'est pas le périph', c'est l'autoroute A86, mais ça reste un périphérique. Ah oui, ouais. Elle n'a même pas à y rentrer sur l'autoroute. C'est pas de sa compétence, c'est dangereux. Vous imaginez la vitesse à laquelle ils arrivent, les conducteurs sur l'autoroute, le stress que ça peut engendrer. C'est là où on peut avoir un accident. Elle peut vous mettre un coup de volant, elle peut être surprise, elle peut être affolée. En plus d'être dangereux, rouler sur l'autoroute avec un accompagnant est strictement interdit. En cas de contrôle,
l'élève peut être poursuivi pour conduite sans permis. Là, sa jambe, elle n'est pas du tout au-dessus du frein. À tout moment, s'il y a ne serait-ce qu'un véhicule qui freine devant, il ne peut plus réagir. Il n'a pas le pied au-dessus du frein, il est en train d'écrire sur son calepin, il n'a pas le regard sur la route. Donc oui, c'est dangereux, bien sûr. Imaginez qu'il y a un piéton qui traverse un enfant. Durant les 2 heures de conduite, l'homme ne cesse d'écrire des messages sur son téléphone. Peut-être pour caler de futurs clients. Voilà, donc là on va aller à gauche. Okay. Faut faire un petit... Voilà, là on va aller à gauche et on donne les consignes et les directives de suivi de trajectoire. On va à gauche en ayant le téléphone à la main. Donc, waouh, ça fait peur, quoi. Il va même répondre à un appel. Oui, bonjour. Tout transpire la malfaçon, quoi. La pratique illégale, malheureusement. Et il y a pire. Les cours dispensés par ces faux moniteurs ne sont couverts par aucune assurance. Très bien. Merci. Ouais, c'est bon. En cas d'accident, c'est donc l'apprenti conducteur qui serait tenu responsable par la justice. Sur les routes de Seine-et-Marne, ce matin, une opération spéciale se prépare. Depuis quelques années, ces faux moniteurs sont dans le collimateur des policiers. On vérifie bien la carte grise avec la mention auto-école. Ils organisent des opérations ciblées 4 fois par an avec les services de l'URSSAF. Les motards, vous irez récupérer tous les véhicules de bloc commande et nous les amener sur le point de contrôle. Pendant 2 heures, 10 motards sillonnent un parcours d'examen pour tenter d'intercepter les fraudeurs en flagrant délit. Contrôle de l'autorisation d'enseigner. Vous avez un justificatif de votre matriculation au registre du commerce? Que ça soit clair, moi c'est l'inspection du travail. Okay. Mais aussi test d'alcoolémie et dépistage de stupéfiants. Et après seulement quelques contrôles... Négatif opiacé et négatif cocaïne. Par contre, le trait n'apparaît pas pour le cannabis, donc on estime qu'il est positif au cannabis. Il était en règle niveau papier. La sanction est lourde pour ce père de famille de 52 ans. Vu que je perds mon permis, je perds mon autorisation d'enseigner. Et puis c'est une boucle en fait. Vu que j'ai perdu mon autorisation d'enseigner, je ne peux plus travailler. Tu pourras payer mes crédits. Donc là, c'est le début de la panade. Le moniteur vient de tout perdre. Pourtant, il reconnaît l'importance de lutter contre les dérives du métier. Des contrôles comme ça, vous en voyez souvent? Ils en font de plus en plus, c'est tant mieux. C'est aussi par rapport à la fraude des moniteurs. Je veux dire, il y a plein de gens, ils sont même pas enseignants, il faut mettre des doubles commandes, ils donnent des cours. Et c'est aberrant. Finalement, aucun faux moniteur arrêté aujourd'hui. Il faut dire qu'ils sont bien difficiles à coincer. Tout comme une autre catégorie de délinquants de la route, encore plus dangereux. La suite de notre enquête nous a confrontés à une réalité tout aussi inquiétante. En plus des faux moniteurs et des hors-la-loi qui ont acheté leur permis, nos routes sont peuplées de chauffards qui roulent sans permis. Selon les sources, il serait entre 800 000 et 2 millions. En plein cœur de Paris, loin de faire profil bas, l'un de ces fous du volant circule sur les avenues les plus surveillées, avec ses copains à l'arrière. Les jeunes garçons inhalent du gaz hilarant. Une voiture, des potes, un peu d'argent, ça vaut tout l'or du monde. Dylan, 22 ans, n'a jamais pris la moindre heure de code ou de conduite. Pourtant, il n'hésite pas à s'engager sur le plus grand rond-point de France. Ouais. Je sais que j'ai pas le permis, c'est-à-dire que je m'amuse pas à rouler comme un fou. Ok, des fois je fais des petits excès de vitesse comme tout le monde, mais tu vois, je sais me tenir. Complètement inconscient du danger pour lui et pour les autres, Dylan n'a aucune peur de la police. Pourquoi je me ferais arrêter? Je m'appelle Dylan, je suis blanc. La plupart des contrôles routiers, c'est des contrôles au faciès. Mais vu la justice de la France, le fait que mon casier est vierge, je suis primo-délinquant, je risque pas grand-chose. C'est aussi ça qui pèse dans la balance. Pourquoi je m'amuserais à payer, vas-y, plus de 1000 € un permis alors que je peux juste au final conduire tranquille. Pour conduite sans permis, il risque une première amende de 800 €. Puis en cas de récidive, 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Et les infractions ne s'arrêtent pas là. Tellement cette potion, tellement comment c'est beau, le beau bleu là. Et là je vais compléter à la vodka.
Un cocktail détonnant, dissimulé dans des bouteilles d'eau pour éviter d'attirer l'attention. Après quelques gorgées, les esprits s'échauffent. Le pire est à venir. J'ai capté, je conduise, hein. Roule, chasse, roule. Chasser, autrement dit, refuser d'obtempérer à la police et s'engager dans une course-poursuite. Une activité très dangereuse que Dylan considère comme un jeu. On s'est limité à 90, après, c'était un stress. Bon, à 150, apparemment, il a dit le passager. Je ne saurais pas dire combien de fois j'ai chassé. Facile, plus de 20, peut-être plus de 30. Quand j'ai bu, j'aurais tendance à plus chasser que quand je suis à jeun. Si je vois qu'ils mettent les gyros, là, j'accélère et puis on cherche juste à esquiver. Refus d'obtempérer, délit de fuite, conduite sans permis, alcool au volant. Dylan ne réalise pas qu'il est un vrai danger public. Un sentiment d'impunité qui provoque régulièrement des drames. À Avignon, dans le département du Vaucluse, toute une famille est en deuil. Aujourd'hui, ils enterrent Rachid, 51 ans. Un cuisinier sans histoire, il roulait à vélo lorsqu'il a été fauché par un chauffard sans permis au volant d'une voiture de sport. La douleur est insurmontable pour sa cousine. On a fait des très belles vacances avec lui et en octobre, il se faisait un plaisir de venir chez nous en Alsace. Mais il ne viendra pas. Il ne viendra pas à cause de cet incident. Son anniversaire. Et son anniversaire, c'était demain. Voilà, il aurait fêté son anniversaire demain. Voilà. Donc on va lui souhaiter un joyeux anniversaire sur le cercueil, au cimetière. Donc paraît-il qu'il y a tapé à 210 km/h. Ce qui me rassure, c'est qu'il est mort sur le coup. Pour sa sœur Karima, le drame est incompréhensible. Comment un conducteur dont le permis était suspendu a-t-il pu louer une voiture de course chez un professionnel? Il a pu prendre la voiture. Est-ce que c'est normal? Donc ça veut dire que même un gamin de 20 ans ou de 18 ans, il peut aller louer une Lamborghini, prendre la route et je vais tuer des gens. Voilà. Il aurait pu tomber sur une famille entière avec des gosses. Le loueur, qui serait lié à la mort de Rachid, présente ses grosses cylindrées sur les réseaux sociaux. Comble du cynisme, il a profité du drame pour faire sa publicité en diffusant une vidéo de l'accident. Qui sont ces loueurs? Comment font-ils pour contourner la loi? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Léna. On s'est eu au téléphone hier pour la location de la voiture. Pour le savoir, nous sommes allés chez l'un d'entre eux, en région parisienne, Bonjour. équipé d'une caméra cachée. Je vous ai appelé, ouais, c'est ça. Notre journaliste de 19 ans prétend qu'elle n'a pas le permis mais souhaite louer une voiture pour un week-end avec des amis. Du coup, je vais vous expliquer. Il y aura juste une caution qui sera débitée sur votre carte bleue. C'est une empreinte de 2000 €. Et sinon, la location, vendredi à lundi, on est à 400 € avec 600 km. Ok. Jusqu'ici, tout semble parfaitement légal. Et après, moi, du coup, j'ai pas le permis. Donc, Après, bon, s'il y a une de vos copines qui pourra mettre son permis à elle, en fait, pour le contrat, il faut que je mette vraiment un permis de conduire. En tous les cas, moi, une fois que la voiture est partie, je ne sais pas ce qui se passe avec. Si vous voulez conduire, c'est à vos risques. Je ne pourrais pas vous refuser ou vous dire non. Mais en tout cas, moi, je suis au courant. Ok. Donc moi, j'ai pas dit non. J'ai l'habitude. Donc après, quand vous conduisez, c'est à vos risques. Faites attention. oui. Non, bien sûr. Si Léna se fait arrêter, le professionnel pourra se réfugier derrière son contrat. Pour se couvrir, il demande donc un permis en règle. Nous décidons alors de pousser le curseur un peu plus loin. J'ai juste une question pour une alternative. Est-ce que je peux venir avec le permis de mon père? Après, le seul truc, c'est qu'il est en suspension de permis. C'est compliqué votre dossier. Ok, ouais, c'est bon. Okay. Ça peut passer? Ça peut passer. Moi, Normalement, j'aurais les yeux sur beaucoup de trucs. Hein. Ouais, non, désolé. Les yeux sur beaucoup de trucs. Le problème, c'est que ces loueurs qui ferment les yeux et mettent nos vies en danger sont bien difficiles à faire condamner. Quelques jours après l'enterrement, la sœur de Rachid a rendez-vous avec son avocat. Elle souhaite que le chauffard sans permis soit condamné, mais aussi l'agence de location, pour complicité. Grâce aux vidéos publiées sur les réseaux sociaux, elle pense l'avoir retrouvé. La société, elle s'appelle... C'est une société de droit français, alors? Ah oui, oui. Mais selon son avocat, poursuivre le loueur en justice serait une très mauvaise stratégie.
On n'obtiendra jamais rien d'eux. Et je ne voudrais pas que l'auteur de l'accident se retranche derrière la responsabilité d'une ou deux sociétés qui sont indiscutablement irrégulières, illégales, tout ce que vous voulez, mais vis-à-vis desquelles financièrement on n'aura aucun recours. Et M. se couvrira en disant c'est la responsabilité. Dans ce genre d'affaires, les loueurs ne sont généralement pas poursuivis, notamment pour que les chauffards ne puissent pas se dédouaner. Résultat, les agences plus ou moins douteuses pullulent sur Internet et attirent tous les délinquants de la route qui veulent s'offrir une grosse cylindrée. Conducteurs sans permis ou avec de faux permis, et pas seulement. Parmi la clientèle, trafiquants de drogue, caïds du grand banditisme. Certains loueurs sans scrupules surfent même sur cette tendance illégale et adaptent leur véhicule à la livraison de drogue. Le pack comprend un téléphone de service, double SIM, chargeur. Après, je mets une voiture, kilomètre illimité, CarPlay. Franchement. Le kit complet pour un go fast ou une livraison discrète à domicile. CarPlay. Franchement, donc à des bonnes adresses coupables. Hein? Le phénomène a pris une telle ampleur que même des loueurs vertueux en sont victimes. Ils découvrent régulièrement leurs véhicules impliqués dans des affaires de drogue et d'accidents de la route. À Chassieux, près de Lyon, dans ce garage situé dans une zone industrielle. Donc voilà, le week-end, c'est à 700 €. Thomas Rachid est loueur depuis 2 ans. Il propose 6 véhicules qu'il a achetés d'occasion. Des citadines, mais aussi des voitures de sport. Allez, on y va. On fait le truc de... On filme chacun le véhicule. Donc voilà, comme la plaque l'indique, tu vois, tu casses, tu payes. Exaspéré par le comportement de certains clients, il applique la tolérance zéro. Si jamais tu conduis sous stup, alcool, le véhicule finit en fourrière ou tu fais un truc illicite, ta caution elle saute. Nous, on est clair et net sur ça. Après, je ne sais pas comment les autres agences font, mais je sais qu'on a été les premiers à dire direct, même sur les réseaux, tout ce qu'il risque, tout ce que le client risque. Il n'y a pas de piège en fait. Il sait que s'il fait un truc illégal, il peut perdre sa caution. On en est venu à faire ça parce qu'on avait trop de problèmes, trop de soucis. Voici les clés. Mais pour lui, impossible de savoir si le client a acheté son permis et si c'est un bon conducteur. Quelques jours plus tard, il vient d'être prévenu par les forces de l'ordre. L'une de ses voitures a été impliquée dans un accident. Son client a fait un refus d'obtempérer. Ils avaient du stup sur lui et donc il a fait un délit de fuite, un refus. Et je ne sais pas si la police a choqué un peu le véhicule, mais on va voir ça, on va découvrir ça, ça va être la surprise. La police nous dit, vous faites attention à qui vous louez. Et je leur dis, mais comment on sait à qui ne pas louer? Est-ce qu'il faut qu'il soit par son apparence, parce qu'il est habillé comme un gars de quartier, ou en Lacoste? Et bien là, le gars, il était nickel, il parlait très très bien. Et je ne m'attendais pas à ça. Il connaît bien le chemin de la fourrière et les tarifs, car il vient souvent y récupérer ses grosses cylindrées en sale état. Je vais récupérer la 308 DD. 901 double. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait 215,32. Ok. 215 € de frais de fourrière. Donc c'est le locataire qui va payer. Il devra également ajouter le montant des réparations. Ouais, elle est là, ma petite. De toute façon, là, elle part en carrosserie complète, là. Ah oui, ça y était pas. Non, mais ça part. Ouais, en fait, ils ont fait le devant, ça. Donc, comme c'est un refus d'obtempérer, je pense que la police a dû la bloquer et eux, ils ont voulu continuer. Donc, ils ont frotté tout le véhicule. Bon, là, il y en a pour 1000, 1005, là. Cette fois-ci, le conducteur a pu être identifié par la police. Mais lorsque les délinquants utilisent de faux papiers, il est presque impossible de les retrouver. Ce salarié de la fourrière constate l'explosion du phénomène. Ce qu'on appelle du consommable. Quand ils ont un accident, ils se battent en cours. Il n'y avait personne au volant. C'est des chauffeurs fantômes. Et des fois, ils ont 16 ans au volant de ça. Il collectionne les épaves de voitures de location, abandonnées par des conducteurs sans permis ou avec de faux permis, de plus en plus nombreux. Qui s'en fout, il va s'asseoir sur une caution. Mais il perd pas la voiture, en fait. Une bagnole comme ça, même le mec, il mange 8000 € de caution. Je veux dire, la voiture, c'est parce qu'elle lui aurait coûté. On peut lui garder la voiture. Il a perdu 8000 balles. Je sais pas comment il sort cet argent, oui. À 16 ans.
8 000 euros. Comment à 16 ans, le mec, il n'a pas de permis, il n'a rien. Comment il peut sortir 8 000 balles? Juste de caution, sans compter la location. Parfois, les délinquants chauffards n'hésitent pas à disparaître avec les véhicules. La pire des situations pour Thomas Rachid. Aujourd'hui, il a convoqué ses 2 associés, bien charpentés. Une Mercedes n'a pas été rendue après la fin de la location et il compte bien la récupérer. Pourquoi on va pas tous ensemble? Avec des gazeuses et voilà. C'est un quartier chaud. Lorsque le véhicule est bien identifié, là on y va tous ensemble. Comme ça, si ça chauffe, moi je suis là. Le client est injoignable, mais la voiture aurait été aperçue en plein cœur d'une cité sensible. On sait dans quelle ville il est. C'est une petite ville. Il est très mal garé et on dirait presque à l'abandon. Le client ne répond pas. Le truc, on est déjà allé dans des quartiers où des fois ça chauffe. C'est pas normal, mais ça arrive souvent. On y va? Le loueur a l'habitude de ces mauvaises surprises. Par peur des représailles, il évite d'appeler la police et préfère régler le problème lui-même. Mais des fois, ça nous est déjà arrivé d'aller dans des trucs où on est habillé comme des commandos. Un gars. Ouais. Je pense qu'on a la force et le courage de gérer les problèmes nous-mêmes, sans effusion de sang jusque là. Donc je vois pas pourquoi on continuerait pas. Le jour où ça ira vraiment loin et qu'il y aurait vraiment un danger imminent, là, oui, il n'y a pas de souci, on rappelle comme n'importe quel citoyen aux forces de l'ordre, mais là, il n'y a pas de raison. C'est la meilleure arme pour repousser des agresseurs. Imagine, tu as 5 personnes là qui arrivent, tu leur vises tous dans la tête, c'est du gel en piment, ils ont mal direct, il n'y en a aucun qui résiste. Et après, nous, ça nous permettrait de nous sauver. Enfin, de prendre la voiture et partir. Avant de s'approcher de la voiture, les loueurs repèrent plusieurs groupes de guetteurs. C'est la première tour. Tu vois, regarde. Tu vois, ils sont tous derrière. D'accord. Tu vois là-bas? Ah ouais. Oui. Tu vois, il y en a là, il y en a derrière, et il y en a devant l'allée. Il y a même une loque là-bas. Thomas Rachid et ses associés doivent agir vite pour éviter un attroupement. Regarde, elle est là. Ça y est, je l'ai vu. Leur voiture est stationnée à côté de ce jeune homme. Salam alaikum. Tu sais, il est où le gars qui loue ce véhicule? Ou tu le connais, ou c'est un ami à toi, ou c'est toi qui l'as en ce moment? Ouais, c'est moi, je le vois. Ah, c'est toi qui l'as, ce 63. Comment toi, c'est toi qui l'as, frérot? C'est toi qui l'as, Coquin? On l'a laissé, ouais. Non, mais est-ce que c'est toi qui l'as loué? Non, en fait, là, t'es en train de me parler d'un truc. Moi, j'ai rien à voir dans tout ça. T'as vu, moi, j'ai la clé. Il m'a laissé la voiture. J'ai rien à voir dans tout ça, en fait. Mais pas que. Ouais, frère, ça ne répond pas, toi. Ah, les cakes, m'a saqué. Ah, je sais pas, on va faire ça, les gars. Le ton monte rapidement. Il ne faut pas s'attarder dans ce quartier où la situation peut vite dégénérer. Les 3 hommes optent pour la diplomatie. T'es un guetteur? C'est pas ton problème, ça. T'inquiète pas, on n'est pas là pour savoir ta vie ou ce que tu fais. On a du respect pour toi. On est en bas de chez toi, on est dans ton secteur. Simplement, je voudrais juste que tu te mettes à ma place et que tu me comprennes. Je pense que tu peux faire ça. Oui, bien sûr. Si le jeune homme est bien un guetteur, l'homme qui a loué la voiture est sans doute un dealer. Alerté par d'autres jeunes du quartier, il se résout à reprendre contact. Tiens, mais vas-y. Ça regarde, il m'a payé. Allô? Je m'en bats les couilles, mon pote, t'es parti dans le sud. Moi, c'est mon problème, moi. Le client ne semble pas voir le problème et ressent comme une provocation l'incursion des loueurs sur son territoire. On arrive avec tout le grand respect qu'on lui doit à ton collègue. On n'est pas arrivé en le menaçant, en le torturant. On est venu, on lui a dit salam alaikum. Je lui ai même serré la main. Mets-toi à ma place. Le véhicule, il vient pas. Le client, il donne pas de nouvelles. Comment tu le prendrais honnêtement, de toi à moi? Je comprends, mais frère, dans tous les cas, j'étais pas joignable, je suis pas à côté. Ça fait, moi, je comptais vous envoyer un message, j'allais la ramener. Et je comprends parfaitement bien ton problème, et tu as bien agi en la donnant à quelqu'un de responsable, parce qu'apparemment, il l'a garé et il l'a pas conduit, mais c'est pas la question. Après négociation, le client accepte de restituer les clés de la Mercedes. Frérot, il n'y a rien entre nous, tu mets rien dans ta tête. Thomas Rachid et ses associés ont sans doute évité de se faire voler un véhicule. Location douteuse, conduite sans permis, fraude au code ou à l'examen de la conduite. Des pratiques qui semblent s'être généralisées. Elles ne sont sans doute pas étrangères au fait que le nombre de morts sur nos routes ne baisse plus depuis 5 ans. Pourtant, la France s'est engagée à diviser par 2
les décès liés à la circulation d'ici 2030. Un automobiliste avec un faux permis, alcoolisé ou sur son téléphone. On imagine souvent les accidents causés par de jeunes chauffards. Pourtant, certains drames sont provoqués par des conducteurs âgés, devenus inaptes à la conduite. Comme en 2018, quand Pauline déroulait des percutés par une voiture, le conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule avait 92 ans. Pauline, ça me fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. On se connaît un peu, je sais que vous êtes une militante de la sécurité routière. Pauline, amputée après l'accident, est depuis devenue triple championne de France de tennis fauteuil. Et elle se bat pour rendre obligatoire des visites médicales pour les conducteurs. Un combat qui a fini par payer, puisque dimanche dernier, le Parlement européen a mis fin au permis à vie. L'idée, c'est d'obliger les automobilistes, tous les 15 ans, à partir du moment où ils ont décroché leur permis, à passer des examens de santé pour vérifier qu'ils sont aptes à la conduite. Exactement. Et après 70 ans, c'est tous les 5 ans, c'est ça. Exactement, et on l'a vu dans votre sujet, voilà, il y a des irresponsables sur la route. Et ça, je pense qu'il faut continuer de punir les délinquants de la route de manière très sévère. Moi, mon combat, c'est vraiment sur des gens qui sont plutôt responsables, qui respectent le code de la route, mais qui, malgré eux, n'ont plus leurs facultés, leurs capacités cognitives, physiques, sensorielles pour conduire. Ils sont plus capables, tout simplement. Moi, la personne qui m'a fauchée il y a 8 ans maintenant. Elle avait 92 ans ? Oui, elle avait 92 ans. C'était un conducteur exemplaire. C'était pas du tout un délinquant de la route, mais il a été victime de lui-même, malheureusement. Il a confondu les pédales. Il a appuyé sur la pédale de l'accélérateur au lieu du frein. C'est souvent le cas dans ce genre d'inaptitude. On voit souvent des personnes âgées qui prennent des autoroutes à contresens. Bien sûr, il y a un gros focus sur les personnes âgées. Et moi, j'essaye aussi d'ouvrir le débat parce que je pense que il ne faut pas opposer les jeunes et les seniors. Oui, d'autant que les jeunes sont aussi les premiers responsables en matière d'accident de la route. Tout à fait. Ils sont beaucoup plus irresponsables que les seniors si on va sur ce terrain-là. Mais en tout cas, je pense que voilà, il y a des inaptitudes permanentes qu'on peut avoir au cours d'une vie ou temporaire. Une maladie dégénérative qui peut survenir à 50 ans, et 50 ans, c'est pas vieux. Et il y a aussi l'âge qui peut être un facteur qui altère la capacité de conduire. Et moi, c'est vraiment ça que je veux faire comprendre, c'est que je pense que c'est pas une punition de passer un contrôle tous les 15 ans au cours de sa vie. C'est plutôt une prévention, ne serait-ce que tout simplement pour rappeler de porter ses lunettes. Il y a un Français sur 4 qui ne porte pas des verres correcteurs alors qu'il en aurait besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut légiférer. Et c'est pour ça que j'ai travaillé sur un projet de loi en ce sens. On va y arriver. Après, il y a des freins politiques très très forts. On a des gros lobbying. 40 millions d'automobilistes qui a fait adopter une pétition contre cette proposition de loi que vous aviez établie. Tout à fait. Toucher à la voiture en France, c'est impopulaire. Dans la proposition de loi qu'on a faite, on a imaginé une plateforme qui recenserait toutes les solutions alternatives de mobilité parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent plus conduire demain? Qu'est-ce qu'on leur propose? Ces gens-là, il ne faut pas qu'ils soient oubliés, il ne faut pas qu'ils soient isolés. Et donc ça, il faut y penser. Et pour moi, c'est une vraie réflexion et un vrai chantier qu'on doit mener. La France a 3 ans pour s'aligner sur les pays européens qui pratiquaient déjà des contrôles médicaux. À l'image des conducteurs portugais qui doivent passer un examen dès leurs 40 ans ou des Autrichiens qui s'y soumettent avant même le passage du permis. Ceux qui sont contre ces visites médicales disent que ce n'est pas probant, les résultats ne sont pas probants. Peut-être que c'est vrai, mais parce que le contenu reste encore à désirer selon le pays. C'est pour ça que nous, la visite médicale, si on la fait en France, il faut qu'il y ait un vrai contenu constructif, si je puis dire, et que du sens, ça en est, justement, pour éviter que des personnes repartent de cette visite en n'étant plus capables. L'idée, c'est que si on fait des visites médicales, que ça serve. Et en Italie, qui est un pays très voiture, pour le coup. Très voiture, oui, a adopté ce type de législation il y a quelques années et avec des résultats. Tout à fait, tout à fait. C'est là qu'on voit que voilà, c'est pas insensé. On demande des certificats médicaux pour notamment la pratique du sport. Pourquoi ne pas le faire pour la conduite où quand même il y a des vies en jeu? Hier j'ai été victime, demain je pourrais être responsable d'un accident. Si je dois me soumettre à une visite médicale, je le ferai, je trouverais ça normal. Et là vous nous quittez pour un tournoi? Là je pars en compétition, voilà. C'est un autre combat sur le terrain de tennis, c'est aussi sympa. Bonne chance Pauline, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau document d'enquête exclusive. Dimanche prochain, pour les 20 ans d'enquête exclusive, révélation sur les nouvelles armes qui révolutionnent les champs de bataille. Il faut se dire que tout ce qu'on peut imaginer, même de pire, va se produire. L'Ukraine est le laboratoire de ces bouleversements.
nos équipes se sont rendues au plus près de la ligne de front. Si un drone kamikaze te détecte, tu n'as que 3 ou 4 secondes. Sinon t'es mort. Aujourd'hui, les drones sont responsables de 80% des pertes humaines et matérielles de ce conflit. Avec ce bouton, je largue la bombe. Il y a une explosion, c'est bon. Des armes fabriquées dans des usines clandestines qui inspirent les géants français de l'armement. Si demain on doit faire face à un conflit de haute intensité, on n'aura pas forcément le temps d'attendre. Dans le plus grand secret, l'armée française se prépare aux guerres de demain. Ici, on simule la défense de l'aéroport de Roissy grâce à un groupe de drones intelligents. Les drones discutent entre eux et se répartissent le travail à faire. L'ordinateur dirige le drone jusqu'à la cible. Vous verrez que ces ingénieurs imaginent déjà une guerre dans l'espace. Ce sera une guerre à la Terminator. Drones, lasers, robots tueurs, comment se prépare la guerre de demain? C'est dimanche prochain à 23h dans Enquête exclusive. Cette émission a été préparée avec Emo Touré, réalisation plateau, Grégoire Manoukian, rédaction en chef d'Enquête exclusive, Maude Brunel et Christophe Brûlé, production Anne Konézine. Bonne soirée sur M6.